Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Bienvenue dans cet espace hors du temps où l'histoire, comme le clair de lune, vient doucement éclairer nos nuits. Ce soir, nous partons pour un voyage dans le passé, une immersion paisible dans le cœur de la France, à l'aube d'un bouleversement qui allait redéfinir le monde moderne. Fermez les yeux, respirez lentement et laissez-vous porter par le fil des événements qui ont façonné notre présent. Nous ne cherchons pas ici le bruit des batailles, ni le tumulte des foules, mais plutôt le murmure des idées, le bruissement des feuilles de l'histoire. Ce voyage est une promenade, une méditation guidée à travers les siècles. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous laisser aller. Nous allons nous aventurer dans le XVIIIe siècle, une époque de lumières et d'ombres. L'Ancien Régime, comme on l'appelle, est un monde d'une complexité fascinante, un monde de rois et de reines, noblesse et de clergé, mais aussi de paysans, d'artisans et de marchands. L'architecture est somptueuse. Les parcs sont d'une élégance majestueuse, les arts fleurissent. Pensez au château de Versailles, à ses jardins à la française, à la symétrie parfaite de ses allées, de ses parterres. Cette splendeur est le reflet d'un pouvoir centralisé, absolu, incarné par le roi. Louis XIV, le roi Soleil, a laissé derrière lui un héritage de grandeur, mais aussi de dettes et de tensions. Son arrière-petit-fils, Louis XV, a tenté de maintenir cet équilibre fragile. Mais les fondations de ce monde, si belles en apparence, commençaient à se fissurer. L'économie française est alors principalement agraire. La grande majorité de la population vit de la terre, et sa vie est rythmée par les saisons, par les caprices de la météo. Les récoltes sont incertaines. Une mauvaise année peut signifier la famine. Au sommet de cette pyramide sociale, la noblesse et le clergé jouissent de privilèges ancestraux. Ils ne paient pas d'impôts sur leurs terres. Ils ont des droits de chasse, des privilèges juridiques. Ils vivent souvent dans l'opulence, dans leurs vastes châteaux, dans leurs hôtels particuliers parisiens, loin des réalités du quotidien de la grande masse. La bourgeoisie, quant à elle, composée de marchands, de banquiers, d'avocats, de médecins, s'enrichit. Elle gagne en influence, mais reste exclue du pouvoir politique. C'est un monde de strates, de castes bien définies. Mais quelque chose est en train de changer. Une nouvelle lumière, celle de la philosophie, éclaire les esprits. Les Lumières. Ce mot évoque des idées de raison, de liberté, d'égalité. Des penseurs comme Voltaire, Rousseau et Montesquieu diffusent des concepts révolutionnaires. Ils remettent en question l'autorité du roi de droit divin, les privilèges de la noblesse, l'intolérance religieuse. Leurs écrits circulent, d'abord dans les salons aristocratiques, puis dans les cafés, les librairies, touchant une audience de plus en plus large. On débat de la nature du pouvoir, de la justice, des droits de l'homme. C'est une fermentation intellectuelle sans précédent. Les esprits s'ouvrent, se libèrent. Ces idées ne sont pas une incitation à la violence, mais une invitation à la réflexion. Elles créent un climat d'attente, un désir de changement. C'est dans ce contexte que le règne de Louis XVI débute en 1764. Un homme bienveillant, mais indécis. Il hérite d'un royaume en crise financière profonde. Les guerres coûteuses, notamment le soutien à la guerre d'indépendance américaine, ont vidé les caisses du trésor. Le déficit public est abyssal. Les ministres des Finances se succèdent, tentant de réformer le système, de faire payer des impôts aux privilégiés. Mais à chaque fois, ils se heurtent à la résistance du clergé et de la noblesse. La cour, à Versailles, continue de vivre dans le faste, loin de la misère croissante dans les campagnes et les villes. C'est cette image d'une monarchie déconnectée de la réalité qui s'installe dans l'esprit des Français. Le peuple, le tiers-État, qui représente 88% de la population, est accablé par le poids des impôts. La dîme pour le clergé, la taille et la gabelle pour l'État, les droits féodaux pour les seigneurs. Tout pèse sur eux, tandis que la noblesse et le clergé ne contribuent presque pas. Une injustice criante qui nourrit la frustration et le ressentiment. Ajoutez à cela plusieurs années de mauvaises récoltes et le prix du pain s'envole. Le pain, l'aliment de base, devient un luxe inaccessible. La faim devient une réalité quotidienne pour beaucoup. La fureur du ventre s'ajoute à la fureur de l'esprit. C'est un temps de grande tension, une atmosphère électrique. Les rumeurs se propagent plus vite que la lumière. On murmure, on s'interroge, on se plaint. Les cahiers de doléances,
rédigés à la demande du roi avant la convocation des États généraux, sont une fenêtre sur cette souffrance, une expression collective de l'espoir d'un changement pacifique. Les gens, du plus humble paysan à l'avocat le plus instruit, y consignent leurs plaintes, leurs souhaits. Ces documents témoignent d'une foi persistante dans le roi, mais aussi d'une volonté farouche de voir leurs conditions de vie s'améliorer, les privilèges abolis, la justice mieux répartie. Le roi, acculé, se résout à convoquer les États généraux pour le 5 mai 1789, une assemblée des 3 ordres du royaume qui n'a pas été réunie depuis 1614. C'est un événement historique, porteur d'immenses espoirs. Mais très vite, la question du vote divise les ordres. Le tiers-État, qui a obtenu le doublement de ses représentants, exige le vote par tête et non par ordre. C'est une demande audacieuse, car elle leur donnerait la majorité. Face à l'impasse, le tiers-État décide de passer à l'acte. Il se déclare Assemblée nationale et prête le fameux serment du jeu de paume, le 20 juin 1789. Il jure de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Cet acte est la première véritable rupture avec l'autorité royale. C'est le début du commencement. Notre voyage commence ici, dans cette atmosphère de tension palpable, d'espoir et de crainte entremêlées. Nous allons maintenant descendre plus profondément dans le temps et nous laisser envelopper par le calme des mots, par le récit apaisant des événements. Laissez cette histoire vous bercer doucement vers un repos bien mérité. Fermez les yeux, respirez. L'histoire est un courant lent et vous pouvez vous y abandonner en toute tranquillité. Alors que nous nous laissons porter par les premières heures de l'été 1789, une tension silencieuse mais palpable flotte sur les rues de Paris et les routes de campagne. Le serment du jeu de paume a été prononcé, mais il est comme une étincelle qui n'a pas encore enflammé la poudre. L'air est lourd de rumeurs. Louis XVI, inquiet, a fait masser des troupes autour de Paris et de Versailles. C'est une précaution que beaucoup interprètent comme une menace. On craint un coup de force du roi pour dissoudre l'Assemblée. Le peuple de Paris, dans son quotidien, est de plus en plus exaspéré. Le prix du pain, nous l'avons dit, est au plus haut. Les boulangeries sont surveillées par la foule, la moindre pénurie provoque des émeutes. C'est la faim qui devient l'accélérateur le plus puissant du changement. Le 11 juillet, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Necker, le populaire ministre des Finances, a été renvoyé par le roi. Necker est perçu comme le seul homme capable de résoudre la crise financière et de soutenir les réformes. Son renvoi est un signal clair que le roi refuse la voie du compromis. La rumeur enfle dans les jardins du Palais Royal, un lieu de réunion et de débat populaire. C'est là que Camille Desmoulins, un jeune journaliste, monte sur une table et appelle le peuple à prendre les armes. Son discours est passionné, rempli de fougue, un cri de ralliement qui trouve un écho immédiat dans la foule. Les Parisiens se mettent à former des milices, des groupes armés improvisés. La cocarde tricolore, verte au début, puis rouge et bleue pour représenter la ville de Paris et blanche pour la royauté, fait son apparition comme un symbole de ralliement. Le 14 juillet 1789, le tumulte est à son comble. La foule en quête d'armes se dirige d'abord vers les Invalides, où des milliers de fusils sont entreposés. Mais les munitions, la poudre, sont stockées ailleurs. Elles se trouvent dans la forteresse médiévale de la Bastille. La Bastille n'est plus une prison redoutable, mais plutôt une armurerie et un symbole. Ses murs massifs, ses tours imposantes, sont perçus comme le symbole de l'arbitraire royal, le lieu où l'on enfermait les opposants au régime sans procès. La forteresse est gardée par une petite garnison de soldats, commandée par le gouverneur Launay. La foule arrive devant la Bastille et c'est le début d'un drame. D'abord, il y a des négociations, des discussions. Launay refuse de livrer les munitions. La tension monte. Soudain, un coup de feu part, puis plusieurs. On ne sait pas qui a tiré le premier, mais l'affrontement est inévitable. La foule, déchaînée, parvient à entrer dans la cour intérieure. Launay capitule, les portes de la forteresse s'ouvrent. Mais le massacre qui suit est terrible. Launay est traîné dans les rues de Paris, puis lynché. Sa tête, fichée sur une pique, est promenée dans la ville. C'est un moment de violence extrême, de rage accumulée qui éclate. Cet acte, si choquant pour beaucoup,
est pourtant perçue comme la victoire du peuple sur la tyrannie. La prise de la Bastille n'a pas une importance stratégique majeure, mais sa portée symbolique est immense. Le peuple de Paris a montré qu'il est capable de renverser un symbole de l'autorité royale. La nouvelle se répand dans les campagnes comme un feu de paille. Mais la réalité est déformée par la distance. C'est ce que l'on appellera la grande peur. Les paysans, déjà affamés et opprimés, entendent des rumeurs de brigands, de complots aristocratiques pour détruire leurs récoltes. Ils s'arment de faux, de fourches, de tout ce qu'ils trouvent et se tournent contre leur seigneur. Les châteaux sont attaqués, les titres de propriété et les registres des droits féodaux, ces parchemins qui justifient les impôts et les corvées, sont brûlés. C'est une révolte massive et spontanée, nourrie par la panique et la faim. Face à cette anarchie grandissante, l'Assemblée nationale se réunit en une nuit d'août pour prendre des mesures radicales. Dans une séance mémorable du 4 août 1789, les députés de la noblesse, saisis par un élan de générosité ou de peur, se lèvent les uns après les autres pour renoncer à leurs privilèges. Les droits féodaux sont abolis, les justices seigneuriales supprimées, les privilèges fiscaux du clergé et de la noblesse disparus. La nuit du 4 août est un tournant majeur. En quelques heures, des siècles de privilèges sont balayés. La société d'ordre n'existe plus. C'est un bouleversement complet de la structure sociale de la France. Ces événements sont le prélude à un document fondamental. L'Assemblée nationale, qui s'est renommée Assemblée constituante, décide de rédiger une déclaration des principes qui doivent servir de base à la future Constitution. Ce document, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 26 août 1789, elle est adoptée. Elle proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Elle instaure la liberté de pensée, d'expression, de religion. Elle affirme la souveraineté de la nation. Ce texte n'est pas seulement pour la France, il est pour le monde. Il s'adresse à tous les êtres humains partout. Alors que l'été s'achève, le pouvoir est désormais partagé entre le roi et l'Assemblée, même si le roi conserve le droit de veto. Mais la faim continue de tenailler le peuple de Paris. On murmure que le roi et la reine, Marie-Antoinette, mènent une vie d'opulence à Versailles, indifférents à la souffrance de la population. Les 5 et 6 octobre, une foule majoritairement composée de femmes marche de Paris à Versailles. Leur objectif, ramener le roi à Paris. Elles envahissent le château, exigeant du pain. Louis XVI accepte de signer les décrets d'août et la Déclaration des droits, puis se résout à quitter Versailles. Le roi et sa famille, sous escorte, sont ramenés à Paris, au palais des Tuileries, un palais bien moins somptueux que Versailles. Le roi n'est plus le souverain absolu, il est désormais prisonnier de son peuple. L'été de la Révolution s'est achevé. Les premiers pas ont été faits, des symboles sont tombés, des idées ont été proclamées. L'air est encore chargé de l'électricité de ces événements, mais le calme commence à revenir. Il est temps de fermer les yeux, de vous laisser glisser dans le sommeil, bercé par le souvenir de ces journées qui ont changé l'histoire. Respirez profondément. Laissons le temps faire son œuvre. Les événements de 1789 ont été comme une onde de choc. Après la prise de la Bastille et le retour du roi à Paris, un calme relatif s'installe. Le bruit de la rue s'est un peu apaisé, mais le travail de la transformation de la société continue au sein de l'Assemblée nationale. C'est là que la révolution des idées, celle qui mijotait depuis des décennies dans les salons et les cafés, prend corps. On ne se contente plus de détruire l'ancien régime. On veut en construire un nouveau. Au cœur de cette effervescence intellectuelle se trouve la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous avons mentionnée. Ce document n'est pas un simple texte juridique, c'est une philosophie mise sur papier. Il s'inspire des idées des Lumières, bien sûr, mais aussi de la Déclaration d'indépendance américaine. L'article 1er est le plus célèbre. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ce simple concept est une rupture radicale avec des siècles de société d'ordre. Il pose les bases d'un monde où la naissance ne détermine plus le destin. L'Assemblée s'attelle ensuite à la tâche gigantesque de réorganiser la France. La monarchie de droit divin
est remplacée par une monarchie constitutionnelle. Le roi n'est plus un monarque absolu, mais le roi des Français, un simple fonctionnaire qui partage le pouvoir avec l'Assemblée. On réorganise aussi l'administration. Les anciennes provinces, avec leurs coutumes et leurs lois différentes, sont remplacées par 83 départements, tous égaux. C'est un pas immense vers l'unification du territoire. On unifie les poids et mesures. Ce sont des changements concrets, profonds, qui touchent la vie de chaque citoyen. Mais le grand débat est la question de l'Église. L'Église catholique est à la fois le premier propriétaire foncier de France et un pouvoir immense. Ses biens sont considérables. Face au déficit de l'État, l'Assemblée décide de nationaliser tous les biens du clergé. Ces biens sont ensuite mis en vente pour renflouer les caisses de l'État. C'est une décision radicale qui crée une rupture avec le clergé. En contrepartie, les prêtres deviennent des fonctionnaires payés par l'État et doivent prêter serment de fidélité à la nation. C'est la constitution civile du clergé. Pour beaucoup de prêtres et de fidèles, c'est inacceptable. La moitié du clergé refuse de prêter serment, ils sont appelés les réfractaires. Cette mesure crée une fracture religieuse qui va durer longtemps et qui rend la Révolution impopulaire dans certaines régions très catholiques. Parallèlement, l'Assemblée s'attaque aux corporations de métiers, ces associations qui régulent le travail. Elles sont supprimées. En 1791, la loi Le Chapelier interdit les associations professionnelles et les grèves. C'est une mesure libérale, destinée à encourager la libre entreprise, mais elle empêche aussi les ouvriers de s'organiser pour défendre leurs droits. Les premières lois sociales attendront encore longtemps. La vie à Paris, elle, est rythmée par les clubs politiques. Ces clubs sont comme des lieux de rencontre, des salons où l'on débat des idées du moment. Le plus célèbre est le club des Jacobins, d'où émergeront des figures comme Robespierre. Il y a aussi les Cordeliers, plus radicaux, menés par des orateurs comme Danton et Marat. C'est dans ces clubs que l'opinion se forme, que les idées les plus extrêmes prennent racine, que les rumeurs se propagent et que les stratégies politiques se construisent. Les journaux se multiplient, chacun avec sa propre ligne éditoriale, et ils deviennent des outils de propagande, de diffusion des idées. On est à l'aube d'une nouvelle forme de démocratie, encore balbutiante, mais vivante et vibrante. À la cour, Louis XVI et Marie-Antoinette vivent au palais des Tuileries, entourés de leur famille et d'une petite suite. Ils ne sont pas emprisonnés au sens strict, mais ils sont sous surveillance constante. Le roi est un homme pieux, très attaché à l'Église catholique, et la constitution civile du clergé le blesse profondément. Il a signé le texte, mais il n'y adhère pas. Il ne croit pas en la monarchie constitutionnelle. Il pense que les révolutionnaires sont allés trop loin et qu'ils ont détruit l'ordre naturel des choses. C'est dans cette atmosphère de méfiance que Louis XVI et sa famille préparent leur fuite. Le plan est audacieux. Ils veulent rejoindre la forteresse de Montmédy, près de la frontière, où des troupes royalistes et autrichiennes pourraient les protéger. Pour le roi, il s'agit non pas de fuir la France, mais de se libérer pour revenir et rétablir son autorité. La nuit du 20 au 21 juin 1791, la famille royale s'échappe des Tuileries, déguisée. Ils voyagent dans une grande berline, reconnaissable et peu discrète. Ce voyage est un long chemin de doute. Le calme qui règne à Paris est trompeur. Les idées de la Révolution ont déjà fait leur chemin et on ne revient pas en arrière si facilement. Les débats continuent, les espoirs et les peurs se mélangent. Le pays se transforme sous nos yeux. Le monde d'hier n'est plus et celui de demain reste à bâtir. Laissez-vous porter par ce courant d'idées et de réformes. Le sommeil est une construction lente, comme la Révolution. Doucement, vous pouvez vous laisser aller. Nous avons laissé la famille royale s'enfuir des Tuileries en ce mois de juin 1791. Leur évasion, si elle avait réussi, aurait pu changer le cours de l'histoire. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Leur lourde berline avance lentement sur les routes. Le roi, Louis XVI, a la confiance de ceux qui croient encore à sa légitimité. Mais l'idée même de leur fuite éveille la suspicion. La rumeur de leur départ met plusieurs heures à se répandre à Paris, mais une fois qu'elle se propage, c'est la stupeur et la colère. Pour beaucoup,
C'est la preuve que le roi n'a jamais été sincère dans son soutien à la Révolution. Il est perçu non plus comme un monarque faible, mais manipulé, mais comme un traître. Le voyage de la famille royale se poursuit. Le convoi s'arrête à Sainte-Menehould, dans le département de la Marne. Le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, un ancien dragon de l'armée, reconnaît le roi. Louis XVI, bien que déguisé, a un visage facilement identifiable car il est sur les pièces de monnaie et les assignats. Drouet fait un rapport et un contre-ordre est envoyé. La famille royale est arrêtée un peu plus loin, à Varennes. L'arrestation est un choc pour tout le royaume. Le roi, symbole de l'unité nationale, est désormais vu comme un fugitif. Le retour à Paris est un calvaire. La famille royale est escortée par une foule silencieuse, hostile. C'est un moment de grande humiliation pour le roi. En fait, la fuite à Varennes est bien plus qu'une simple anecdote. Elle est un tournant décisif. Elle brise le lien de confiance entre la nation et son roi. Jusque-là, l'idée d'une monarchie constitutionnelle où le roi aurait sa place était encore envisageable. Après Varennes, le concept de la République commence à prendre une place majeure dans les esprits. Pour les révolutionnaires, la question se pose, que faire du roi? Pour les plus modérés, il faut le maintenir sur le trône, car sa présence garantit la stabilité. Pour les plus radicaux, la fuite a été un acte de haute trahison. Une pétition est rédigée pour exiger sa déposition. Le 17 juillet 1791, une foule se rassemble au Champ de Mars pour la signer. C'est là que l'ordre est donné à la garde nationale, commandée par Lafayette, de disperser la foule. La fusillade du Champ de Mars fait des morts. C'est un drame terrible qui met en lumière les divisions croissantes au sein des révolutionnaires eux-mêmes. Certains sont prêts à aller jusqu'au bout pour la révolution, d'autres redoutent l'anarchie. C'est un moment de désillusion pour beaucoup de Parisiens qui voient que même le pouvoir révolutionnaire peut se montrer brutal. En Europe, les monarchies voisines observent les événements en France avec une inquiétude grandissante. Le sort de Louis XVI est une préoccupation majeure, car il est le beau-frère de l'empereur d'Autriche. En août 1791, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse publient la déclaration de Pillnitz. Il se déclare prêt à intervenir militairement en France pour rétablir la monarchie si les autres puissances européennes se joignent à eux. Cette déclaration est destinée à intimider les révolutionnaires, mais elle a l'effet inverse. Elle est perçue en France comme une menace directe, une preuve que le roi est de mèche avec les ennemis de la nation. La tension monte encore d'un cran. Les Girondins, des députés modérés, partisans de la guerre, pensent qu'une guerre permettrait de diffuser les idées de la Révolution à travers l'Europe et de démasquer les traîtres. Le roi, ironiquement, est pour la guerre, car il espère qu'une défaite de la France le ramènerait au pouvoir. Contre toute attente, l'Assemblée législative, qui a succédé à l'Assemblée constituante, déclare la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792. Les débuts de la guerre sont catastrophiques pour la France. Les armées françaises, désorganisées, subissent des défaites. Le commandant en chef autrichien, le duc de Brunswick, publie en juillet un manifeste menaçant promettant de raser Paris si la famille royale est maltraitée. Ce manifeste achève de déchaîner la fureur des Parisiens. La menace de l'étranger est ressentie comme une véritable humiliation. C'est dans cette atmosphère de colère et de peur que la foule parisienne, le 10 août 1792, prend d'assaut le palais des Tuileries, où réside le roi. La monarchie, qui a régné sur la France pendant plus de 1000 ans, est sur le point de s'écrouler. L'Assemblée vote la suspension du roi et le place, avec sa famille, sous la surveillance de la Commune de Paris. C'est la fin de la monarchie constitutionnelle. C'est la fin d'un monde. Et c'est le début d'une ère nouvelle, imprévisible. Le calme de la nuit est là, à notre portée. Les événements du passé, si lointains et pourtant si proches, nous bercent. Laissons-nous porter. Respirez doucement. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez fermer les yeux. Après la suspension du roi le 10 août 1792, la France est en pleine mutation. Les événements s'accélèrent, portés par la fureur et la peur. La monarchie est morte dans les faits, mais la République n'est pas encore proclamée. Une nouvelle assemblée est élue, la Convention nationale, qui est chargée de donner une nouvelle constitution à la France. Pour la première fois,
Elle est élue au suffrage universel masculin. C'est une avancée démocratique majeure. La Convention se réunit le 21 septembre 1792 et dès sa première session, elle abolit la royauté et proclame la Première République. C'est la fin de plus de 1000 ans de monarchie. Mais la menace extérieure, nous l'avons vu, est toujours là. Les armées autrichiennes et prussiennes sont aux frontières et les échos de leur victoire se font de plus en plus forts. On craint l'invasion, l'anéantissement de la Révolution. Les rumeurs de complot, de trahison, sont de plus en plus nombreuses. C'est dans ce climat de paranoïa que se déroulent les massacres de septembre 1792. Des foules, des sans-culottes envahissent les prisons parisiennes et massacrent des milliers de prisonniers, y compris des prêtres réfractaires et des aristocrates. C'est un moment de violence aveugle, une explosion de peur qui terrorise tout le pays. Mais le 20 septembre 1792, l'armée française, menée par le général Dumouriez, remporte une victoire décisive à Valmy sur les Prussiens. La victoire de Valmy n'est pas une grande bataille, mais son importance est immense. Elle donne un souffle à la jeune République. Les soldats français se battent pour la nation, pour la liberté. C'est la victoire de l'idée de la patrie en danger. Goethe, présent sur les lieux, aurait dit « De ce lieu et de ce jour date une ère nouvelle dans l'histoire du monde ». La question du sort de Louis XVI est désormais posée. Le roi est jugé par la Convention. Pour les montagnards, menés par Robespierre et Saint-Just, le roi est un traître. Sa fuite, ses contacts avec les puissances étrangères sont la preuve de sa culpabilité. Pour les Girondins, le groupe plus modéré de l'Assemblée, il faut éviter l'exécution qui risque de déchaîner les passions et d'unir les monarchies européennes contre la France. Mais les montagnards l'emportent. Le 20 janvier 1793, Louis XVI est reconnu coupable de conspiration contre la liberté publique et la sûreté générale de l'État. Le lendemain, le 21 janvier 1793, Louis XVI est conduit à la guillotine. Il se rend à la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Il monte sur l'échafaud, tente de s'adresser à la foule, mais le roulement des tambours couvre sa voix. L'exécution est rapide, et sa tête est montrée à la foule. La mort du roi est un moment d'une violence symbolique inouïe. Elle met fin à l'idée d'une monarchie pour toujours et marque le début d'une ère nouvelle. La guillotine, inventée pour une exécution plus humaine, devient l'instrument de la justice révolutionnaire. La mort du roi a des répercussions immenses. Elle choque les cours européennes. L'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et les Provinces-Unies rejoignent l'Autriche et la Prusse pour former une coalition contre la France. La Révolution est encerclée. De plus, à l'intérieur de la France, la mort du roi provoque des révoltes, notamment en Vendée, une région profondément catholique et royaliste. C'est le début de la guerre de Vendée, une guerre civile terrible qui fera des centaines de milliers de morts. Face à tous ces dangers, la Convention met en place des mesures d'urgence. C'est le début du Comité de salut public, un gouvernement d'exception qui concentre les pouvoirs. Robespierre, Danton et Saint-Just en deviennent les figures les plus importantes. Ce comité est chargé de défendre la Révolution à tout prix. C'est le début d'une période que l'on appellera la Terreur. La France est en guerre à la fois contre l'étranger et contre elle-même. La violence et la peur deviennent des instruments de gouvernement. Le calme de la nuit est un contraste saisissant avec le tumulte de cette période. Laissez les bruits de ces journées lointaines s'apaiser. Fermez les yeux et respirez. L'histoire, comme la nuit, se fait plus silencieuse à mesure que l'on s'y abandonne. Vous pouvez glisser doucement vers le sommeil. Nous arrivons dans une période de la Révolution qui porte un nom lourd de sens, la Terreur. Après la mort de Louis XVI et les menaces qui pèsent sur la France, la Convention met en place le Comité de salut public. C'est un gouvernement de crise qui a des pouvoirs quasi illimités. L'objectif est simple, sauver la Révolution à tout prix, en écrasant les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. La figure centrale de cette période est Maximilien Robespierre. Surnommé l'incorruptible, il est un avocat austère, passionné par les idées de Rousseau. Pour lui, la vertu est l'idéal de la République, et tout ce qui s'y oppose doit être éliminé. Il est convaincu que la force, la violence est nécessaire pour forger la République.
La terreur est pour lui un instrument de justice, un moyen de distinguer le bon citoyen du traître. Le comité met en place des mesures d'une brutalité inouïe. La loi des suspects, votée en septembre 1793, est une des plus emblématiques. Elle permet d'arrêter quiconque est soupçonné d'être un ennemi de la Révolution, même si ce n'est que par ses paroles ou ses associations. On n'a plus besoin de preuves pour être emprisonné. La délation est encouragée. Les prisons se remplissent. Le tribunal révolutionnaire mis en place à Paris a pour but de juger les suspects. Les procès sont souvent expéditifs, sans véritable droit à la défense. Les peines sont quasiment toutes la mort. La guillotine tourne sans relâche. Des milliers de personnes sont exécutées à Paris et dans toute la France. Des aristocrates, bien sûr, mais aussi des girondins, des prêtres et même de simples paysans ou artisans accusés de manque de civisme. Les estimations varient, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers de morts en quelques mois. Même des figures de la Révolution sont victimes de la terreur. En octobre 1793, c'est au tour de Marie-Antoinette, la veuve du roi, d'être exécutée. Elle est jugée pour des accusations souvent infondées. L'image de la reine, humiliée et fatiguée, contraste avec celle de la souveraine insouciante. La terreur, c'est aussi un effort de guerre colossal. La France est assaillie de tous côtés. Pour y faire face, le comité de salut public décrète la levée en masse. Tous les hommes de 18 à 25 ans sont réquisitionnés pour l'armée. C'est le premier service militaire obligatoire de l'histoire. L'économie est mise au service de la guerre. Les usines d'armement se multiplient. On réquisitionne la nourriture pour les soldats. L'armée française se développe et devient une des plus puissantes d'Europe. Les victoires commencent à s'enchaîner et la menace extérieure recule. À l'intérieur, la révolution s'est radicalisée. On veut faire table rase du passé. Le calendrier grégorien est remplacé par un calendrier républicain. On débaptise les rues, les villes, les églises. On met en place un culte de la raison. Robespierre, lui, croit au culte de l'être suprême, une forme de religion civique pour lutter contre l'athéisme et l'anarchie morale. L'idée de la révolution n'est plus seulement politique, elle est totale. Elle veut transformer l'homme, ses croyances, sa façon de penser. Mais la terreur s'autodévore. Au sein même du comité de salut public, les divisions apparaissent. Des opposants à Robespierre, les indulgents menés par Danton, demandent la fin de la terreur. Danton est un orateur populaire qui a un grand soutien. Mais Robespierre, inflexible, les accuse de trahison et les fait exécuter en avril 1784. Sur l'échafaud, Danton aurait dit « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine ». La violence continue, sans but apparent. Le Grand Terreur, en juin et juillet 1784, fait encore plus de victimes. Le peuple, d'abord complice, puis craintif, est désormais épuisé. La victoire à la bataille de Fleurus, le 26 juin 1784, met fin à la menace étrangère. La terreur a-t-elle encore une utilité? Beaucoup pensent que non. Le calme de la nuit est là pour nous accueillir. Les événements de cette période sont comme des éclairs qui s'éloignent. Ils s'estompent, s'adoucissent dans le silence de la nuit. Laissez ces images s'évanouir et glisser dans le sommeil. Après l'apogée de la terreur, la tension retombe comme un orage après la foudre. La victoire de Fleurus, en juin 1784, rend la justification d'un régime aussi violent de plus en plus difficile. Le peuple est las de la peur, des exécutions, des guerres fratricides. Au sein même de la Convention, une coalition se forme, unissant les opposants de la droite comme de la gauche, tous unis par une peur commune, celle d'être la prochaine victime de la guillotine de Robespierre. On le craint pour sa droiture implacable, pour sa conviction que la révolution doit être purifiée par le sang. Le 9 Thermidor en 2, le 27 juillet 1784, le jour décisif arrive. Lors d'une séance de la Convention, l'un des collègues de Robespierre, Tallien, s'écrie « À bas le tyran !» Robespierre tente de prendre la parole, mais il est interrompu par les cris. Il se retrouve seul, abandonné par ses alliés. Le soir même, il est arrêté. Il est relâché un moment, puis de nouveau arrêté avec ses fidèles au moment où il se réfugie à l'hôtel de ville de Paris. L'hôtel de ville est le centre de l'activité politique parisienne et une véritable forteresse. C'est là que Robespierre est blessé, touché à la mâchoire par un coup de feu.
Le lendemain, le 10 Thermidor, 28 juillet 1794, il est conduit à la guillotine. Il n'a pas été jugé par le tribunal révolutionnaire, car il est un hors-la-loi, ce qui signifie qu'il n'a pas droit à un procès. Ses fidèles, comme Saint-Just, l'archange de la terreur, sont exécutés avec lui. La chute de Robespierre met fin à la terreur. Son régime de vertu et de violence est rejeté par la nation. La guillotine, si souvent l'instrument de sa justice, est devenue sa fin. C'est une période de soulagement intense. Les prisons se vident. La vie sociale reprend ses droits. On appelle cette nouvelle période la réaction thermidorienne. Les conventionnels thermidoriens, qui ont renversé Robespierre, tentent de mettre fin aux excès de la Révolution. Les Jacobins sont persécutés, leurs clubs fermés. On s'attaque à ceux qui ont profité de la terreur pour s'enrichir. C'est le début d'une nouvelle ère, le retour à un semblant de normalité. Mais les passions ne sont pas éteintes pour autant. Les muscadins, de jeunes gens de la bourgeoisie qui ont adopté des manières et des tenues extravagantes, s'attaquent violemment aux anciens révolutionnaires. C'est la terreur blanche, une vague de vengeance qui s'abat sur ceux qui étaient en place pendant la terreur. La France est encore et toujours tiraillée entre les extrêmes et la stabilité reste un horizon lointain. La nouvelle Assemblée, qui est toujours la Convention, rédige une nouvelle constitution. C'est la constitution de l'an 12. Elle met en place un nouveau régime, le directoire. C'est un régime qui cherche la modération. Le pouvoir législatif est divisé en 2 chambres, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. Le pouvoir exécutif est confié à un directoire de 5 membres, appelés les directeurs. Le but est d'éviter le retour d'un homme seul au pouvoir, d'éviter une nouvelle dictature comme celle de Robespierre. Le suffrage universel est abandonné au profit du suffrage censitaire, réservé aux plus riches. C'est une trahison pour les sans-culottes, ces petites gens qui ont fait la Révolution. Le directoire est un régime fragile et corrompu. Les directeurs, pour la plupart, se soucient plus de leurs affaires personnelles que du bien public. Les caisses de l'État sont vides, l'inflation est galopante, le peuple est affamé. Les complots politiques se multiplient. Les royalistes tentent de restaurer la monarchie, les jacobins veulent le retour d'une république plus égalitaire. Mais un événement majeur se profile et il vient de l'extérieur. La guerre continue. L'armée victorieuse prend de plus en plus d'importance. Les généraux, héros de la nation, commencent à faire de l'ombre aux politiciens. C'est un temps de calme apparent, mais sous la surface, l'agitation est constante. Les principes de 1789 sont mis de côté. La Révolution, cette grande vague qui a tout emporté sur son passage, semble s'être épuisée. Mais dans son sillage, un nouvel acteur est apparu. Un acteur qui se nourrit du chaos et qui va bientôt s'imposer comme le maître de la France. Laissons-nous porter doucement vers le sommeil. L'histoire prend une autre direction, plus calme, mais aussi plus incertaine. Fermez les yeux. Le sommeil vous attend. Le directoire, ce régime qui s'est installé après la chute de Robespierre, est censé apporter la stabilité. Mais en réalité, c'est une période de grande incertitude, de corruption et d'instabilité. Le pouvoir est divisé entre les 2 chambres du Parlement et les 5 directeurs, ce qui rend le gouvernement inefficace et sujet au conflit. Le système politique, conçu pour éviter la dictature d'un seul homme, mène en fait à une succession de coups d'État et de manœuvres politiques. Les élections sont souvent annulées lorsque les résultats ne plaisent pas au directeur en place. Le directoire ne parvient pas à résoudre la crise économique. L'inflation, c'est-à-dire la perte de valeur de la monnaie, est galopante. Les assignats, les billets de banque émis pendant la Révolution, ne valent presque plus rien. La vie est chère et les inégalités sociales se creusent. Les riches, ceux qui ont profité de la vente des biens du clergé et de la noblesse, affichent un luxe insolent. C'est la période des incroyables et des merveilleuses. Ces jeunes gens aux tenues extravagantes qui organisent des fêtes somptueuses, tandis que le petit peuple de Paris et des campagnes continue de souffrir de la faim. Au milieu de cette instabilité politique et économique, les menaces extérieures persistent. La France est toujours en guerre contre une coalition de puissances européennes. Mais c'est dans ce contexte de guerre perpétuelle que le rôle de l'armée se renforce et que de nouveaux héros émergent.
Les généraux, auréolés de leur victoire, deviennent des figures populaires, des sauveurs potentiels. L'armée, avec ses idéaux républicains, est perçue par beaucoup comme une institution plus solide et plus vertueuse que le gouvernement corrompu de Paris. C'est dans ce contexte que nous voyons apparaître un jeune général, un Corse du nom de Napoléon Bonaparte. Il a déjà fait ses preuves à Toulon en 1793, où il a chassé les Anglais. Son caractère, sa détermination et son génie tactique sont déjà évidents. Le Directoire, qui se méfie des ambitions de ses généraux, l'envoie en Italie en 1786 pour mener une campagne contre l'Autriche. C'est une mission qui semble impossible. Mais c'est là que Napoléon révèle toute l'étendue de son génie militaire. Il remporte une série de victoires spectaculaires qui stupéfient l'Europe. L'Autriche est contrainte de signer la paix et Napoléon ramène en France d'immenses richesses. La campagne d'Italie est le point de départ de l'ascension fulgurante de Bonaparte. Il est acclamé comme un héros. Il est le seul général à avoir réussi à faire la paix en Europe. Le peuple le vénère. Le Directoire, lui, le craint. Il décide de l'éloigner de France en l'envoyant mener une campagne en Égypte. L'objectif est de couper la route des Indes à la Grande-Bretagne. En Égypte, Napoléon remporte des victoires, mais sa flotte est détruite par l'amiral Nelson à Aboukir, et il se retrouve isolé. La campagne tourne au désastre sur le plan militaire. Mais Napoléon est aussi un fin stratège politique. Il emmène avec lui des savants et des artistes, et il rend la campagne d'Égypte fascinante. Il se sert de cette image de conquérant et de savant pour entretenir sa propre légende. Pendant ce temps, en France, le Directoire s'effondre. Il est impopulaire, corrompu et incapable de faire face aux nouvelles menaces, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Les Français sont fatigués des guerres, de l'instabilité et de l'incompétence de leurs dirigeants. Ils aspirent à l'ordre, à la sécurité, à une autorité forte. Ils ont fait la révolution pour la liberté, mais maintenant, beaucoup sont prêts à la sacrifier pour la paix et la stabilité. C'est dans ce climat de désillusion que Napoléon, informé de la situation en France, décide de rentrer. Il laisse son armée en Égypte et s'embarque pour la France. Son retour, en octobre 1789, est accueilli par une vague d'enthousiasme. Il est perçu comme le sauveur providentiel, l'homme capable de mettre fin au chaos. Les complots se trament autour de lui. Un coup d'État est en préparation pour renverser le Directoire et installer un nouveau régime. Le Directoire, si faible, ne résistera pas. Le chemin est ouvert pour le général victorieux. Le silence est un allié du sommeil. Laissez cette histoire de complot et d'ambition s'estomper. Respirez profondément. Le futur de la France est en marche, mais pour vous, c'est le moment de la quiétude. Le retour de Napoléon Bonaparte en octobre 1789 n'est pas un retour d'exil, mais un retour de gloire. Il est perçu comme le seul homme capable de ramener l'ordre dans une France lassée par la corruption du Directoire et la guerre civile latente. Les comploteurs, menés par Sieyès et Fouché, voient en lui l'homme de la situation pour un coup d'État. Ils ne se doutent pas qu'ils sont sur le point de mettre en place un homme qui va les surpasser et les dominer. Le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1789, est minutieusement préparé. Le plan est de renverser le Directoire et de le remplacer par un nouveau gouvernement. Les conspirateurs utilisent la ruse et la force. On fait courir le bruit d'un complot jacobin pour pousser le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens à se déplacer dans le palais de Saint-Cloud, loin de la pression du peuple de Paris. Le lendemain, le 19 Brumaire, Bonaparte se présente devant les conseils, accompagné de soldats. Il prononce un discours confus, maladroit, mais la menace de la force est bien réelle. Il est hué, traité de dictateur. Son frère Lucien Bonaparte, président du Conseil des 500, sauve la situation en faisant intervenir la troupe. L'armée entre dans la salle et disperse les députés. Le coup d'État est un succès. Un nouveau régime est mis en place, le consulat. Il est dirigé par 3 consuls, mais c'est bien Napoléon, en tant que premier consul, qui détient le pouvoir réel. La devise de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, est remplacée par la nouvelle Constitution qui met l'accent sur ordre, justice, autorité. C'est une révolution de plus, mais qui va dans un sens très différent. Elle est l'aboutissement du désir d'ordre après 10 ans de chaos.
Napoléon, en tant que premier consul, se lance dans une série de réformes profondes. Il ne veut pas revenir à l'ancien régime, mais il veut consolider les acquis de la Révolution tout en mettant fin à l'anarchie. Il s'attaque d'abord à la crise financière en créant la Banque de France en 1800, qui rétablit la confiance dans la monnaie. Il met en place un système fiscal stable et une administration centralisée avec les préfets qui dirigent les départements. Ces institutions, comme la Banque de France, existent encore aujourd'hui et sont l'héritage direct du consulat. Il met également en place un système de justice plus stable. Le Code civil, ou Code Napoléon, est promulgué en 1804. C'est un recueil de lois qui unifie le droit français et garantit les principes fondamentaux de la Révolution, comme l'égalité devant la loi, la propriété privée, la liberté de conscience. C'est un monument juridique qui va influencer les législations de nombreux pays. Napoléon ne met pas fin à la Révolution par la violence, mais par l'autorité. Il rétablit l'ordre social, mais sans pour autant ramener l'aristocratie au pouvoir. Il met en place la Légion d'honneur pour récompenser les mérites civils et militaires, créant une nouvelle élite, non pas basée sur la naissance, mais sur le talent. Il réconcilie la France avec l'Église en signant le Concordat de 1801 avec le pape. Cela met fin à 10 ans de conflits religieux et ramène la paix intérieure. En 1802, Napoléon se fait nommer consul à vie. Le passage de la République à un pouvoir personnel est de plus en plus évident. En 1804, il franchit le pas et se proclame empereur des Français, mettant fin officiellement à la Première République. La Révolution est finie, mais ses principes, du moins certains d'entre eux, sont désormais inscrits dans les lois. L'histoire a fait une boucle, elle est revenue à un pouvoir absolu, mais un pouvoir absolu d'un genre nouveau. L'ordre est rétabli, mais au prix de la liberté politique. C'est dans le calme de la nuit que nous pouvons observer ce grand basculement. L'homme qui se présente comme le fils de la Révolution est devenu son maître. Le sommeil vient avec le calme. Laissez ce moment de l'histoire s'éloigner. Respirez profondément. La suite de notre récit est la quiétude qui précède le sommeil. Alors que nous nous approchons du terme de notre voyage, nous laissons derrière nous le chaos du Directoire et l'ascension de Napoléon. L'homme qui a mis fin à la Révolution par un coup d'État est devenu un empereur. L'histoire, par essence, ne s'arrête jamais, mais notre récit touche à sa fin avec l'héritage durable que cette décennie de bouleversement a laissé à la France et au monde. La Révolution a été un tourbillon, mais elle a posé les bases de notre monde moderne. Tout d'abord, elle a donné naissance à l'idée d'une nation. Avant 1789, la France était un royaume, une terre de sujets fidèles à leur roi. Après 1789, elle est devenue une patrie de citoyens, liés par des droits et des devoirs communs. C'est le concept de souveraineté nationale, le pouvoir appartient au peuple. Cet idéal, bien que parfois mis à mal, est resté au cœur de la politique française. L'héritage le plus célèbre est sans doute la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte, rédigé en 1789, est une source d'inspiration pour de nombreuses constitutions à travers le monde. Il proclame l'égalité de tous devant la loi, la liberté de pensée, d'expression, de religion et la présomption d'innocence. Ces principes, fondamentaux, ont voyagé bien au-delà des frontières de la France et ont nourri des mouvements de libération Wadassa, des luttes pour la justice sociale et des droits civiques. Sur le plan social, la Révolution a aboli la société d'ordre, les privilèges de la noblesse et du clergé. La mobilité sociale est devenue possible, au moins en principe. C'est l'idée du mérite qui remplace celle de la naissance. L'accès à l'éducation, aux postes de l'administration et de l'armée est ouvert à tous et non plus réservé aux aristocrates. C'est une transformation profonde de la société. Napoléon, tout en mettant fin à la Révolution, a en quelque sorte consolidé et diffusé ses acquis. Le Code civil, que nous avons mentionné, a exporté les idées de la Révolution dans toute l'Europe. Les pays conquis par les armées napoléoniennes ont adopté le Code civil et avec lui les concepts d'égalité devant la loi, de liberté de conscience et de droit de propriété. Même après la chute de l'Empire, ces idées sont restées ancrées dans les esprits. Cependant, l'héritage est aussi complexe.
La Révolution a également donné naissance à une violence extrême, la terreur. Elle a montré comment l'idéalisme peut basculer dans la brutalité et la dictature. Elle a posé la question de l'équilibre entre la liberté et l'ordre, et cette question est toujours d'actualité. Elle a ouvert la voie à un nationalisme agressif, car les guerres révolutionnaires, puis les guerres napoléoniennes, ont forgé l'idée de la nation en armes, défendant son identité et ses valeurs contre le monde extérieur. Les symboles de la Révolution nous entourent encore. Le drapeau tricolore est le drapeau de la France. La Marseillaise, un chant de guerre de l'époque, est l'hymne national. La fête du 14 juillet célèbre la prise de la Bastille. Ces symboles rappellent l'importance de cet événement dans la mémoire collective du pays. La Révolution française a été le laboratoire de la politique moderne. Elle a vu naître les concepts de droite et de gauche, de république et de monarchie constitutionnelle. Elle a posé les questions fondamentales sur le pouvoir, la justice et le rôle de l'individu dans la société. Ces questions continuent de nous animer. En définitive, la Révolution française n'est pas un événement du passé. Elle est une partie de nous-mêmes, de notre façon de penser le monde. Elle est un rappel que l'histoire est un fleuve qui ne s'arrête jamais. Et maintenant, chers auditeurs et auditrices, notre voyage touche à sa fin. Le tumulte des foules, le son de la guillotine, les discours passionnés se sont estompés. L'histoire s'est apaisée. Le clair de lune éclaire doucement le chemin vers votre repos. Vous avez traversé une décennie de transformation profonde. C'est le moment de laisser ces pensées s'éloigner, de vous glisser dans le calme de la nuit. Laissez l'histoire vous bercer. Il n'y a plus rien à faire, juste vous abandonner au sommeil. Doux rêve.